Elle a cependant découvert l'existence de certaines stratégies qui conduisent aux bonnes ou aux mauvaises décisions. Moins, c'est plus. Tel est le credo de Gerd Gigerenzer. Les stratégies de décision qui simplifient une situation et se concentrent sur l'essentiel fonctionnent mieux. Ces recherches ont montré que les meilleures stratégies sont celles qui nous déchargent d'une décision. Il faut bien comprendre que ce que nous appelons la décision rationnelle rendrait l'être humain complètement inadapté à la vie. Nos émotions nous aident au quotidien. Prenons par exemple l'amour des parents pour leur enfant. Grâce à lui, nous ne nous demandons pas tous les matins si nous devons investir notre énergie, notre argent et notre temps dans notre propre enfant plutôt que dans celui du voisin, qui est pourtant plus sage. C'est comme ça et nous n'avons pas de décision à prendre. Dans un sens, les émotions sont déjà des stratégies de décision. Plus précisément, des stratégies de décision qui nous soulagent de la décision. Au quotidien, il est absolument vital de suivre des stratégies qui prennent en charge une bonne partie de nos décisions. Quand on remplit son caddie, on ne s'interroge pas sur chaque produit. Notre comportement d'achat est fortement automatisé. Sans stratégie de ce type, la tournée des rayons se transformerait en véritable torture. Mais même pour les achats qui demandent un examen plus attentif, les personnes qui ne réfléchissent pas trop s'en sortent mieux. Ces personnes-là possèdent ce que nous appelons un niveau d'aspiration peu élevé. Quand une telle personne cherche un pantalon, elle va baser sa recherche sur 3 critères. Il doit être noir, pas trop cher et à la bonne taille. Et le premier modèle qui correspond à ces 3 critères est acheté. L'affaire est réglée. Du coup, le degré de satisfaction de cette personne est relativement élevé. Elle aura moins tendance à se morfondre dans la dépression et ne passera pas sa vie à se demander si elle a vraiment pris la meilleure décision. Celui qui cherche à tout prix à faire le choix optimal poursuit une stratégie différente. La meilleure solution doit être trouvée à l'aide du plus grand nombre de critères possibles. Le pour et le contre sont constamment sous-pesés. Mais selon Gerd Gigerenzer, les solutions optimales ne sont pas forcément les plus efficaces. Il existe un concept essentiel à prendre en compte, c'est celui de la persistance. Une décision humaine ne doit pas forcément être optimale. Il est même souvent préférable qu'elle ne le soit pas. Car l'optimisation se fonde toujours sur des présupposés tirés du passé. Mais si l'avenir diffère du passé, l'optimisation ne sera plus optimale. C'est pour ça que la décision doit être persistante. C'est-à-dire que nous avons besoin de stratégies qui restent valides même si l'avenir change, qui gardent en quelque sorte l'essence d'une information tout en ignorant les à côté. Il ne sert donc à rien d'étudier d'innombrables paramètres au moment de prendre notre décision. À l'aide des émotions, l'inconscient nous livre des solutions bien meilleures et bien plus satisfaisantes pour peu que nous ayons le courage de faire confiance à nos sentiments. Mais il existe aussi la peur de la perte de contrôle. En analysant, en jugeant, en soupesant consciemment chaque décision, nous voulons rester maîtres du processus. Et c'est bien ce qui rend la publicité un peu suspecte. Il n'y est plus question de faits, mais de sentiments. Nous craignons de nous laisser séduire par un habile stratagème. Ihr Aien, hier im Hauptwaschgang. Alles, was von Bärenmarke kommt, ist aus guter Alpenmilch. Le pouvoir de séduction du monde de la consommation nous fait peur. Pourquoi achetons-nous tous ces objets dont nous n'avons pas besoin? Nous sommes particulièrement réceptifs aux marques, car elles nous proposent plus qu'un simple produit. En effet, elles transmettent aussi une certaine conception de la vie, une humeur, une identité. Glauben Sie mir, das wird ein Riesenerfolg. Für sowas habe ich eine Nase. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Mit dem neuen Rexona fühle ich mich wohl. La Rose mag ich besonders.
le professeur Franz Rudolf Esch cherche à comprendre l'impact des marques. Comme les méthodes traditionnelles du marketing n'ont jamais pu aller au-delà des explications partielles, il se penche lui aussi sur la boîte noire du cerveau et y trouve de nouvelles réponses. Les marques, c'est de l'émotion pure. Il faut imaginer les marques comme des images mentales dans la tête du consommateur. Elles servent à s'orienter et s'y retrouver dans l'abondance de l'offre, comme des phares en quelque sorte. Une caractéristique centrale des marques fortes est d'être avant tout imprégnées d'émotions fortes. Elles sont associées à des sentiments, à des images. Et donc, le consommateur se sent lié à ces marques. C'est ce qui distingue fondamentalement une marque forte d'une marque faible. La marque forte est associée à des émotions positives. Wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert. Wenn Sie an Nutella denken, Prenez le Nutella par exemple. La recherche qualitative a montré qu'il existe deux types de consommateurs de Nutella. Ceux qui mettent le pot au frigo et ceux qui le conservent à température ambiante. Mais les uns comme les autres maudissent le pot, parce qu'ils n'arrivent pas à le vider, vous savez, à cause de sa forme inhabituelle. Il faut écouter toutes les histoires que les gens racontent autour de ce pot. Comment ils utilisent par exemple les doigts pour aller chercher les derniers restes de chocolat. C'est là qu'on se rend compte que cet aspect constitue un lien fondamental entre la marque et ses utilisateurs. Il est donc très important de créer des liens et de générer des émotions propres à la marque. Christian Schaier s'intéresse lui aussi aux liens entre les marques et le consommateur. Ancien chercheur universitaire, ce neuroscientifique est aujourd'hui consultant pour des grandes entreprises qui veulent tirer profit des dernières découvertes en neurosciences. Christian Schaier compare les émotions à un pilote automatique qui dirigerait nos décisions. Même s'il arrive à la raison de prendre le volant de temps en temps, un pilote qui réfléchit ne garantit pas les meilleures décisions, bien au contraire. Nous pensons tous que la réflexion est une condition de base pour prendre les bonnes décisions. Mais cette supposition est fausse. La science, et plus particulièrement la neuroéconomie, l'a démontré. Elle est fausse parce que notre mémoire de travail est extrêmement limitée. En gros, elle est capable de prendre en compte plus ou moins 4 paramètres. Mais imaginez que vous voulez acheter une voiture. Il y a 20, 30, 40 paramètres à prendre en compte. Vous allez vous demander à quel prix vous allez pouvoir la revendre, ce que vont dire les voisins, etc. Notre cerveau n'est pas équipé pour analyser en permanence des situations complexes. À l'heure de décider d'un achat, nous sommes généralement incapables de mesurer et juger les innombrables données techniques. Mais comment choisissons-nous alors si notre cerveau n'est pas capable de saisir la performance objective d'un produit? Quelles sont les capacités d'une machine à laver de la marque Miele? La solidité, la performance? Les études nous montrent qu'il existe d'autres machines aussi performantes et moitié moins chères. Qu'est-ce qui nous permet d'évaluer ces capacités? Est-ce que nous sommes vraiment capables de juger si une Miele tient plus longtemps? C'est compliqué. Du coup, nous nous rabattons sur les caractéristiques que l'objet reflète. Ça veut dire qu'à partir d'une impression visible, nous concluons à une qualité cachée. En essayant de soulever une machine Miele, vous constatez qu'elle est incroyablement lourde, plus lourde que d'autres. De son poids, vous allez déduire sa qualité et sa solidité. En voyant que la machine de la marque Miele est en émail, contrairement aux autres marques, vous allez éventuellement vous faire une idée de sa qualité à partir de cette enveloppe. Nous sommes constamment en train de faire ce type de déduction à partir de nos impressions parce que nous ne pouvons pas vraiment juger de la performance réelle du produit. Que se passe-t-il à ce moment-là dans notre cerveau? Que provoquent les marques au plus profond de nous? Se pourrait-il qu'une marque forte soit capable de court-circuiter notre raison?
Peter Kenning enseigne à l'université privée Zeppelin sur le lac de Constance. Cet économiste a décidé d'emprunter de nouveaux chemins en travaillant avec des neuroscientifiques. Lui aussi se sert de l'IRM pour observer le comportement du consommateur au moment de l'achat. Les résultats de ces expériences renouvellent complètement l'idée que nous nous faisions de ces sentiments soi-disant irrationnels qui guident nos décisions. C'est comme si la marque appuyait sur un bouton qui nous ferait passer de la position raison à la position émotion. Mais il ne faut surtout pas allier raison et raisonnable et émotion et déraisonnable. En fait, les émotions peuvent être très raisonnables parce qu'elles nous facilitent énormément la prise de décision dans un supermarché rempli de 100 000 articles. Il est donc faux de dire, comme on l'entend souvent, qu'au moment de l'achat, on est moins raisonnable. On constate plutôt une baisse d'activité dans certaines zones du cerveau. Il peut être tout à fait raisonnable d'activer un processus de décision un peu différent quand on est confronté à un degré de complexité élevé. Le monde complexe de la marchandise est dominé par les marques. Mais seule une poignée d'entre elles atteignent le statut d'icône. Ces marques-là parviennent à réveiller en nous des images, des besoins, des désirs. Mais dans un univers globalisé, le défi consiste à trouver les images qui transcendent les cultures. Une marque n'a pas pour vocation de fonctionner uniquement en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique, dans le monde entier. Les interactions entre le cadre culturel et les mécanismes de décision sont encore mal connus. Pourquoi le comportement d'un Japonais est-il par exemple si différent de celui d'un Allemand? Nous savons aujourd'hui que la culture rétroagit sur le cerveau, le modifie. Il y a une interaction entre les deux. En Europe, nous regardons avant tout le sujet, alors qu'en Asie, les gens sont plus attentifs à l'arrière-plan, c'est-à-dire au cadre. Ce sont des questions absolument cruciales. De quelle façon la culture s'implante-t-elle dans nos têtes? Quelle est l'interaction entre neurologie et culture? Il y a encore énormément d'enseignements à tirer de ces questions pour la pratique du marketing.